Et maintenant, place au débat. Nous accueillons deux invités sahéliens. Le docteur Mohamed Amara, qui est sociologue et enseigne à l'université de Bamako. C'est un chercheur. Vous avez écrit Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est et tel qu'il pourrait être. Et de l'autre côté, un jeune qui est burkinabé, un jeune activiste de la génération Sankara et qui est aussi porte-parole en France du fameux ballet citoyen. Donc, regard croisé sur cet accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Voilà le nom exact de ce qu'on appelle simplement l'accord d'Alger. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous avons l'impression qu'il n'est pas la pierre angulaire d'un processus de paix qui n'a toujours pas vu le jour? Pourquoi ça ne marche pas? Il y a plusieurs raisons, mais très rapidement, il y a une raison principale pour moi. C'est lié à la mauvaise volonté des différents acteurs. Tout le monde n'y met pas ce qu'il faut pour que les différents dispositifs qui sont dans l'accord se réalisent. C'est une des premières difficultés de cet accord. Mais la mauvaise volonté vient de quel côté? C'est du côté gouvernemental, c'est du côté de ce qu'on appelait la plateforme, qui est un conglomérat d'acteurs, ou ça vient je ne sais pas, de ceux qui sont les tenants de l'Azawad, qui veulent appeler cette partie du Nord l'Azawad. Oui, je pense que la mauvaise volonté, elle est un peu partagée quelque part, parce qu'il y a des dispositifs qui sont clairs dans l'accord par rapport à la conférence d'entente nationale qui a été faite, la nomination des présidents des assemblées régionales, ça a été fait, etc., etc., le MOC, etc., etc. Je pense que la difficulté pour ces acteurs, c'est de s'harmoniser sur, par exemple, par rapport au recrutement, à la réinsertion, ce qu'on appelle le DDR, de faire en sorte démobilisation, désarmement et réinsertion, donc des soldats, enfin des anciens combattants, quoi, pour qu'ils soient réintégrés et qu'ils aient une place. Et donc, c'est la difficulté de ces acteurs-là, qu'il s'agisse de la CEMA, qu'il s'agisse de la plateforme, qu'il s'agisse du gouvernement, et donc à s'accorder pour dire quel est l'effectif que chaque camp doit amener pour faire ce MOC, qui est un dispositif qui permet un peu de coordonner l'ensemble des actions autour de l'accord. Donc il y a... Quand même. Là, on parle dans des détails, c'est-à-dire... bon, c'est important, mais est-ce qu'il n'y a pas, à la base, quand même, pour démarrer tout ça, l'incapacité de l'État à récupérer son territoire? Hein, les institutions de l'État n'arrivent pas à s'installer, à être restaurées dans tous les territoires du Nord. Les résistances sont encore fortes de la part des gens de l'Azawad. Vous avez raison. Il y a un problème de puissance étatique, ça c'est clair. C'est-à-dire que l'État n'arrive pas à se réinstaller sur l'ensemble du territoire. Et on le voit très bien dans certaines zones du Nord. Mais cette incapacité liée à la difficulté de l'État de se réinstaller est liée au fait que l'État est encore fragilisé par les différentes attaques qui sont des attaques narcoterroristes, c'est-à-dire ces différents qu'on appelle les groupes terroristes armés qui, de temps en temps, font des attentats pour déstabiliser. Et donc, le problème qui se pose aujourd'hui pour l'État malien, et pas que pour l'État malien, c'est pour l'ensemble des États de la zone, en particulier la zone sahélienne, donc, qui forme le G5 Sahel, c'est d'arriver à sortir de cette double... perception, développement et sécurité. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut faire de la sécurité, qu'il faut faire du développement, mais à côté, il faut aussi arriver à ressouder les liens entre les différentes communautés. C'est ça le problème, c'est ce qui fait que l'accord a du mal à avancer. Les différentes communautés, à un moment, jusqu'à préciser ce qui est le cas, n'arrivent pas à se parler pour se dire ce qui va, ce qui n'allait pas et ce qui pourrait aller. C'est un des problèmes majeurs. Mais justement, parlant de communiquer, est-ce que l'un des péchés, je dirais, d'origine de l'accord d'Alger ne consistait pas à exclure toutes les autres communautés du Nord au profit des seuls Touaregs? Parce qu'il y a les Songhai, dont vous faites partie, par exemple, il y a d'autres ethnies au Nord. Et cet accord ne pêche-t-il pas
par cette exclusion? L'accord n'exclut pas. L'accord est très inclusif. Hein. L'accord, comme vous le lisez, vous le relisez, il est très inclusif. Et d'ailleurs, il fait la part belle à ces régions du Nord. Ça, c'est clair et net. Après, il y a un certain nombre de personnes qui essayent de récupérer et de se mettre en scène par rapport à ce qui a été fait. Mais sur le papier, l'accord met à égalité l'ensemble des communautés. Communauté du Nord, communauté malienne, hein, c'est de façon générale par rapport à la répartition des richesses, etc. Mais pourquoi c'est perçu comme un accord avec les Touaregs? C'est quand même ça la vérité. Il y en a qui ne sont pas d'accord sur l'accord. Il y a des choses à améliorer. Mais l'accord, ce qui le qualifie principalement, c'est la capacité laissée aux populations locales à se gérer par elles-mêmes. Ce qu'on a appelé l'auto-administration ou l'autogouvernement. On a fait un pas d'à côté dans ce sens-là. Et ça, c'est vraiment important. Après, il y a des groupes aujourd'hui qui s'octroient un peu tout la part belle de l'accord. Ce qui est important par rapport à l'accord, pour moi, en termes d'inclusivité, c'est plutôt le fait que cet accord met au même niveau l'ensemble des communautés maliennes. Le gouvernement malien, est-ce qu'il est capable donc d'avancer vite, comme ça a été indiqué dans l'accord, pour qu'il y ait un équilibre, qui est un équilibre à la fois communautaire, mais aussi un équilibre politique, faire en sorte que l'ensemble des communautés soient représentées au niveau des différentes structures politiques, administratives, etc. etc. Ça, c'est un autre problème et qui revient au gouvernement, parce que le gouvernement est l'acteur principal. D'accord, mais j'ai quand même envie de lire un petit extrait de l'accord pour qu'on sache de quoi on parle. Dit que nous sommes déterminés à éliminer définitivement les causes profondes de la situation actuelle et à promouvoir une véritable réconciliation nationale fondée sur une réappropriation de l'histoire et à travers une unité nationale respectueuse de la diversité humaine caractéristique de la nation. On parle de respecter l'intégrité territoriale et de tenir compte de la diversité ethnique et culturelle. Donc ça, c'est quand même important. Là, Ali, vous êtes un jeune burkinabé, militant, actif, panafricaniste, et vous avez à vos portes le problème malien. Votre pays a été un des partenaires de l'accord d'Alger, et aujourd'hui, quand vous regardez cette situation, cette espèce d'impuissance de l'État à faire appliquer la loi ou même à prendre possession de son territoire, à réinstaller les institutions, et on voit le terrorisme qui continue. Ça devient, on ne sait même plus où on est, on parle de narco-terrorisme, du banditisme, sur fond de revendications politiques. Comment voyez-vous cette situation et qu'est-ce que vous ressentez? Vous dites que nous avons à nos portes cette horde de terroristes, mais ce n'est plus le cas. Les terroristes sont chez nous aussi au Burkina. Et ce qu'on n'a pas compris dès le départ, et c'est que les autorités de toute l'Afrique de l'Ouest, je dirais même à l'échelle de la CEDEAO, n'ont pas compris et n'ont toujours pas compris et intégré, c'est que cette menace, elle est globale. Cette menace, elle commence, comme on le voit, la genèse du terrorisme, c'est au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, le terrorisme est partout. Même la Russie, qui est éloignée de tout ça, a été frappée. Donc, cette vision globale, cette capacité à vraiment commencer à travailler les problèmes bien à l'avance, c'est-à-dire la capacité d'avoir la vision. C'est ce qui nous manque à nos dirigeants aujourd'hui. C'est ce que moi je vois à travers mon regard de jeune. C'est ce que je vois à travers mon regard de panafricaniste, où je sais que l'union fait la force. En se donnant la main, nous sommes capables de juguler cette menace de façon efficace, mais nous ne le faisons pas pour des intérêts égoïstes. Si nous prenons le cas du G5 Sahel, le G5 Sahel a refusé l'entrée du Sénégal du fait de dissensions entre le Sénégal et la Mauritanie. C'est un fait. Alors qu'on a besoin du Sénégal dans cet accord. On a besoin réellement de tous les États de la CEDEAO dans cet accord. Parce qu'aujourd'hui, les terroristes sont à l'est du Burkina. Et l'est du Burkina, c'est quoi? C'est le Niger, c'est le Togo, c'est le Bénin. Donc ça veut dire la menace, elle est globalisée. Mais par rapport à cet accord, je pense que c'est pour me recentrer vraiment sur le sujet qui est l'accord malien, moi je dis que c'est un accord déjà à la base, à la genèse, il y a un problème. Le jour de la signature, les principaux, on va dire, antagonistes ne sont pas autour de la table. On va signer qu'un mois plus tard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a raté dès le départ. Donc ça veut dire qu'on n'est même pas assez sérieux pour avoir tout le monde autour de la table. Donc ça complique même l'application. Et quand on rentre dans l'application, on voit qu'il y a un défaut de force politique de la part du gouvernement malien, de force militaire. On sort d'une guerre. La guerre, c'est régalien. C'est quelque chose de sérieux. On ne peut pas reprendre une région qu'on a perdue
suite à des attaques militaires si on n'a pas la force nécessaire, si on n'est pas capable de dissuader nos adversaires. Et ça, c'est la première faiblesse de cet accord. L'État malien n'est pas assez fort pour dissuader les forces en face. La seconde, c'est quoi? C'est ce manque de verrouillage de l'accord. Il y a tout dans cet accord, mais il n'y a juste pas la liste, on va dire, des armements disponibles de cette coalition des mouvements de l'Azawad. Il n'y a pas la liste des hommes qui font partie de leurs troupes. On ne sait pas qui est qui. On n'a rien de clair. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y en a qui en profitent, qui essaient d'intégrer de nouvelles personnes dans les groupes pour pouvoir en tirer des bénéfices économiques. Il y en a qui essaient de prendre l'avantage. Donc ça veut dire que tout simplement, l'accord mérite aujourd'hui d'être verrouillé et que l'État malien impose la puissance militaire. Alors, il a eu tout à fait le temps. Ça, c'est un rêve. Je crois qu'on a vu en 2014 le Premier ministre malien à l'époque, Moussa Mara, qui s'est dit assez de cette insurrection d'une partie du pays, l'État est fort, on va reprendre les choses par le pouvoir militaire. C'était une défaite historique pour l'État malien, pour l'armée malienne qui a été complètement déstabilisée, je dirais même laminée à l'occasion. Donc, on a toujours, c'est vrai que de l'extérieur, on se dit, mais on a l'État, mais pourquoi des groupes rebelles mettent un État en échec? Il n'y a pas moyen de... Bon, eh bien, est-ce que aujourd'hui, c'est un rêve de vouloir utiliser la force, ou surtout que les accords ne marchent pas vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne me suis pas fait bien comprendre. Oui. En réalité, je ne parle pas d'appliquer la force. On a un accord. Mais cet accord n'est valable que si nous jugulons les causes même de la défaite de l'armée malienne dès le départ. Si l'armée malienne aujourd'hui est assez forte, ça dissuade les gens qui sont en face de ne pas respecter l'accord. Donc ça veut dire qu'il faut... Donc il faut de toutes les façons reconstruire l'armée. Absolument, il faut reconstruire cette armée, c'est la première solution. Parce qu'on va Est-ce que ça, c'est une solution d'urgence? Est-ce que c'est la première urgence dans l'affaire? Pour répondre de façon concrète à votre question, c'est vrai qu'il faut faire la guerre, mais je pense que moi, fondamentalement, ce que je pense, c'est de pouvoir faire dialoguer les différents acteurs. Il y a un problème aujourd'hui. On nous dit ça, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi le dialogue? Ils ont signé un accord, ils peuvent dialoguer. Parce que ça ne marche pas à un moment, parce que les choses n'ont pas été bien pensées, n'ont pas été bien mises en place. C'est le problème fondamental. On est tous pareils. Vous ne pouvez pas faire la différence entre quelqu'un du Nord et quelqu'un du Sud pour la simple raison qu'on est mariés entre nous, qu'il y a un brassage culturel très fort. Ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Heureusement. Et donc, ce qui est important, c'est de mobiliser les conventions sociales locales, c'est-à-dire ses capacités. Il y a eu toujours des guerres en Afrique, au Mali, etc. etc. Il a raison, Traoré, quand il dit que la menace est globale. Pour autant, il faut arriver à faire mettre en marche ces conventions sociales qui sont quoi? C'est la parenté à plaisanterie, qui sont quoi? C'est aussi la capacité à ce qu'un Dogon peut parler facilement à un Songhai. Parce qu'on plaisante entre nous et ça ne pose pas de problème et c'est ce qui permet de faire baisser la tension. Ça veut dire revenir à la culture millénaire du Mali. Absolument. Pour y trouver des ressources. Tout à pour fait. le dialogue et la paix. On a toujours fait la guerre, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il y a un encombrement militaire dans le Sahel. Les pays du G5 Sahel, ce sont ces pays-là... Un mot sur justement le G5 Sahel. Est-ce que ça a un impact positif sur l'application des accords? Il y a un encombrement militaire dans le Sahel aujourd'hui. Il y a quand même 4500 soldats français, plus de 300 forces spéciales. C'est énorme. En plus de ça, vous avez les forces africaines, c'est-à-dire la MINUSMA, etc., etc. C'est énorme. Et ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que je pense fondamentalement, c'est de faire en sorte qu'on arrive à faire entendre raison à ceux qui ne veulent pas comprendre que seul le dialogue peut nous faire avancer par rapport à ces difficultés-là. Donc, les faire entendre raison, discuter. Ce n'est pas grave. Si on revient pour renégocier, c'est ça. Donc, il faudrait renégocier les accords d'Alger. Il faudrait, en tout cas, faire en sorte que ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, se retrouvent pour en parler. Parce que c'est une autre difficulté. Et personne n'a essayé, il n'y a pas eu de tentative jusqu'à Il n'y a pas eu de tentative. On est resté prisonnier du fait qu'il faut appliquer l'accord. Il ne faut pas être prisonnier de l'accord. Il faut s'en libérer et peut-être renégocier un autre accord. Je rejoins tout à fait le docteur Amara sur ce point-là. Je pense que rien ne doit être gravé dans le marbre. On doit être capable de nous adapter aux évolutions du terrain. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on voit la difficulté de ces milliers de militaires qui sont mobilisés dans le Sahel, mais sans résultat.
Les terroristes frappent la MINUSMA jusque dans son cœur, jusque dans son fief. J'ai même vu circuler une pétition d'habitants d'un quartier de Bamako qui refusent que le siège de la MINUSMA s'installe chez eux parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont même pas rassurés que le siège de la MINUSMA est capable de se protéger lui-même. Donc réellement, il faut s'adapter, renégocier cet accord et mettre tout le monde autour de la table et voir aussi l'évolution des intérêts, où est-ce que nous en sommes. Mais ça, il faut le faire sur une base globale. On ne peut pas prendre que le volet militaire, on ne peut pas prendre que le volet culturel, c'est tous ces volets-là. Économique, militaire, humain, culturel, et même regarder comment on peut intégrer de façon beaucoup plus efficace toute cette lutte et tous ces militaires qui sont disponibles et qui sont inefficaces au final. Donc, si je comprends bien, à l'origine du dialogue, il y a le dialogue pour y arriver. Merci à tous les deux, merci Dr Amara, merci Ali Traoré. À la prochaine fois.